donc, si j'ai bien compris, c'est à moi qu'il revient de mettre les mains dans le cambouis, ce que je vais faire avec un grand plaisir, sur cette question qui est extrêmement technique. Bien entendu, je vais essayer de la détechniciser, si tant est que le mot existe. L'idée, vous l'aurez compris, est de traiter des aspects de droit international privé liés au développement de ce qu'on appelle communément les cyberdélits, même si peut-être cette appellation est un peu datée aujourd'hui. Alors, quels sont ces cyberdélits? Vous les connaissez. Il peut s'agir d'une atteinte au droit de la personnalité commise en ligne par la diffusion d'informations portant atteinte au respect de la vie privée d'une personne ou par la diffusion d'images portant atteinte au droit à l'image d'une personne. Il peut s'agir d'atteinte au droit d'auteur, ce sont peut-être les cyberdélits les plus connus, téléchargement massif et sauvage de fichiers MP3 ou de films, sans autorisation bien sûr. Il peut s'agir aussi d'atteinte au droit de marque. L'exemple le plus classique est l'hypothèse dans laquelle un produit de luxe, une contrefaçon de produit de luxe plutôt, est vendu aux enchères sur le site eBay. Autre contrefaçon de marque, éventuellement une entreprise qui s'accapare un mot-clé sur le service AdWords de Google, mot-clé qui porterait atteinte éventuellement à une marque. Il peut s'agir aussi d'actes de concurrence déloyale, mais je n'en traiterai pas ici. Internet, c'est un lieu commun, ne connaît aucune barrière territoriale et les délits qui viennent d'être évoqués ont pour point commun d'être tous, au moins virtuellement, des délits internationaux. De sorte que le droit international privé a immédiatement vocation à régir ces délits. En outre, ces délits, c'est parce qu'ils sont internationaux aussi, ce sont ce que l'on appelle des délits complexes. Un délit complexe, c'est un délit dont le fait générateur se produit dans un pays donné et le dommage, par la suite, se produit dans un autre pays. L'hypothèse des délits complexes, longtemps, a été une hypothèse quasiment d'école, et le vieil exemple que l'on donnait, mais il a le mérite d'une certaine pédagogie, c'est l'hypothèse d'un archer qui tire une flèche d'un côté d'une frontière, c'est le fait générateur, et cette flèche traverse la frontière et vient blesser un promeneur de l'autre côté, le dommage. Le fait générateur a lieu dans un pays, le dommage a lieu dans un autre pays. Alors une approche plus moderne, un exemple plus moderne, très connu, c'est l'hypothèse d'une pollution transfrontière. Vous avez une entreprise, une usine qui déverse un produit toxique dans un cours d'eau et par l'effet, c'est le fait générateur, et par l'effet du courant, eh bien la faune et la flore d'un pays qui se situe en aval de ce cours d'eau vont être affectées, ce sera le dommage. Les délits par voie de presse, qui nous retiennent ici largement, les délits par voie de presse sont aussi des délits complexes. Vous avez un journal qui est publié dans un pays A, et ce journal est ensuite diffusé dans le pays A, certes, mais aussi dans un pays B, C, D, etc. Le fait générateur a lieu dans le pays A, la publication, les dommages sont ressentis dans les pays de diffusion du journal. Autre exemple, les délits commis par voie de radio ou par voie de télévision, avec un pays d'émission d'un contenu illicite, c'est le dommage, et des pays de réception de ce même contenu illicite. C'était le fait générateur, et ici, ce seront les différents dommages. Vous l'aurez compris, Internet se rapproche très fortement de ces délits commis par voie de radio ou par voie de télévision. Il se produit exactement la même chose sur Internet à une nuance près. Sur Internet, vous avez un contenu illicite qui est injecté sur le réseau, qui est émis sur le réseau, c'est le fait générateur, et puis ce contenu illicite va pouvoir ensuite être consulté par le public d'un certain nombre d'États, mais en réalité, dans la plupart des cas, par la totalité, le public de la totalité des États du monde. Donc on a affaire ici à un délit complexe, vous avez un fait générateur, l'émission sur le réseau, et un dommage, la réception par le public du contenu illicite, mais la différence, et c'est ça qui complique singulièrement les données du problème, c'est que le dommage est potentiellement éparpillé sur l'ensemble des territoires de l'ensemble des États du monde. Évidemment, ça change un petit peu la donne. Une autre difficulté est que les conventions internationales et les règlements européens qu'on a l'habitude de manier en droit international privé ne règlent pas spécialement les questions de droit international privé liées aux cyberdélits. Par conséquent, il est revenu tout simplement à la jurisprudence d'adapter les règles classiques en la matière, et c'est de ce travail d'adaptation dont je voudrais vous rendre compte notamment ici, en procédant en deux temps qui sont les deux étapes extrêmement classiques du raisonnement de droit international privé, même si ça pourrait effrayer quelques-uns. La première étape, c'est ce que l'on appelle les conflits de juridiction. Il s'agit de s'interroger sur le tribunal compétent pour se prononcer sur un délit, en l'occurrence un délit international. Et puis la seconde étape, il s'agit des règles de conflit de loi. Il s'agit cette fois-ci de s'interroger sur la loi que le juge va appliquer pour trancher le litige. Je vais donc suivre cet ordre de présentation en vous présentant dans un premier temps la compétence juridictionnelle et dans un second temps ce que l'on appelle la compétence législative.
Alors, je pensais que Jean-Sylvestre vous en parlerait, il ne l'a pas fait, mais le temps qui m'est imparti étant finalement assez réduit, je vais simplifier à outrance le propos que je voulais avoir en introduction. On va simplement retenir l'idée suivante, c'est qu'il existe certains critères de compétences juridictionnelles internationaux qui sont propres au délit. Je mets de côté les autres critères, même s'ils peuvent s'appliquer aussi en matière délictuelle. Ces critères de compétences propres au délit, ils sont les mêmes, ou à peu près les mêmes, que l'on s'intéresse au droit européen de la compétence ou à ce qu'on appelle le droit commun de la compétence. Le droit européen, je fais très vite, c'est le fameux règlement Bruxelles I et son texte jumeau, la Convention de Lugano, qui en étend les effets aux États membres de l'Association européenne de libre-échange. Ces deux textes prévoient un article 5.3 spécifique à la matière délictuelle et tel qu'interprété par la Cour de justice dans deux arrêts extrêmement connus, l'arrêt Mine de Potasse d'Alsace et l'arrêt Fiona-Cheville en matière de délit de presse, il en ressort qu'en présence d'un délit complexe, le demandeur a le choix, il peut choisir soit de s'adresser au juge du fait générateur, soit de s'adresser au juge du dommage. Or, il se trouve qu'en droit commun de la compétence, nous avons un texte qui est l'article 46 du Code de procédure civile qui conduit au même résultat. En droit commun, le juge français sera compétent soit lorsque le fait générateur du délit a eu lieu en France, soit lorsque le dommage consécutif au délit aura eu lieu en France. Donc les deux critères de compétence se retrouvent à échelle européenne et à l'échelle du droit commun. Il s'agit d'abord du critère tenant au fait générateur et ensuite du critère tenant au dommage. À ces deux critères, la Cour de justice, dans un arrêt Idet, Advertising et Martinez, dont je parlerai tout à l'heure, a ajouté un troisième critère de droit européen et propre aux atteintes aux droits de la personnalité. Je vous en dirai quelques mots. Il s'agit, pour le demandeur, d'autoriser le demandeur à saisir le juge du pays du centre de ses intérêts, autrement dit, le juge de sa propre résidence. Autrement dit, aujourd'hui, en matière de cyberdélit, il existe trois critères propres, trois critères de compétences principaux. Tout d'abord, le fort du fait générateur, ensuite le fort du dommage, et enfin le fort du centre des intérêts de la victime. Ce sont ces trois forts successifs que je voudrais étudier ici. Premier point, donc, le fort ou le juge du fait générateur. Le fait générateur d'un cyberdélit, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, ça consiste à injecter sur le réseau un contenu illicite, c'est-à-dire une contrefaçon ou une information ou une image qui porterait atteinte à un droit de la personnalité. Mais cette injection sur le réseau, qu'on peut appeler autrement une émission sur le réseau, il y a en réalité deux manières de l'envisager. Soit vous vous intéressez au procédé d'injection, et dans ce cas-là, vous permettrez au demandeur de saisir le juge du lieu où se situe le serveur ou l'ordinateur à partir duquel le contenu a été injecté sur le réseau. Soit vous vous intéressez, c'est une autre possibilité, à la décision d'injection, et dans ce cas-là, vous autoriserez le demandeur à saisir le juge du pays où est établie la personne qui a pris l'initiative du délit. Autrement dit, il y a d'un côté un critère technique qui suppose de se référer au lieu de situation de l'instrument émetteur, et il y a un autre critère qui est un critère plus juridique, peut-être un peu sociologique ou économique, qui lui repose sur le lieu d'établissement de la personne émettrice. Alors entre ces deux critères, la jurisprudence a fait un choix extrêmement clair dans un nombre assez important de décisions. Le second critère a été choisi par la jurisprudence, ce qui signifie que le juge du fait générateur est le juge du pays où est établie la personne qui est potentiellement responsable du délit. Le juge du pays où est établie la personne qui a émis le contenu sur Internet. Alors, la Cour de justice s'en est justifiée dans un arrêt Wintersteiger du 19 avril 2012. Pourquoi avoir fait ce choix du critère juridique plutôt que du critère technique ? Eh bien, la Cour de justice nous indique que le critère technique est trop imprévisible pour les deux parties parce qu'il est très difficile parfois de localiser le serveur ou l'ordinateur à partir duquel un contenu a été émis sur le réseau. Ça vaut évidemment pour les petits ordinateurs personnels, mais ça vaut aussi lorsque le contenu est émis par une grande entreprise. Je pense notamment à Apple, puisqu'il semble qu'Apple n'ait pas qu'un seul serveur, mais qu'elle ait tout un tas de serveurs relais au sein de l'Union européenne, de sorte que le pays du serveur, on aurait bien du mal à l'identifier avec précision. En revanche, il est beaucoup plus prévisible de s'adresser au juge du fait générateur en tant que juge du pays d'établissement du diffuseur, du pays d'établissement de la personne qui a émis le message. Voilà pour le juge du fait générateur, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. On passe à présent au fort du dommage, au juge du dommage, et bien entendu, c'est sur ce point que se cristallisent toutes les difficultés. La jurisprudence en la matière est encore incomplète, elle se construit progressivement, et pour en rendre compte, je pense que le plus simple est d'évoquer d'abord la jurisprudence française en la matière, et puis ensuite la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.
Commençons donc tout d'abord avec la jurisprudence française et avec le premier arrêt significatif qui a été rendu par la Cour de cassation et précisément par sa première chambre civile, un arrêt qui date du 9 décembre 2003, rendu dans une affaire dite Cristal, Cristal étant le nom d'un champagne appartenant à la marque Louis Roederer. De quoi s'agissait-il en l'espèce ? Eh bien, des contrefaçons alléguées de ce champagne, Cristal, étaient présentées sur un site internet espagnol. Et les internautes français, très classiquement, pouvaient tout à fait consulter ce site internet espagnol. La question était de savoir s'il y avait un dommage sur le territoire français justifiant la compétence du juge français. À cette question, la Cour de cassation répond positivement. Elle considère qu'il y a bien un dommage sur le territoire français et qu'il suffit qu'un contenu sur Internet soit accessible en France pour qu'il y ait dommage sur le territoire national, peu importe que le site soit un site, dit-elle, passif, c'est-à-dire un site qui ne vise pas spécialement le public français. C'est donc le critère de l'accessibilité que la première chambre civile a consacré en 2003 et ce critère, il faut le dire, a été critiqué. Il a été critiqué parce qu'en réalité, dans la très grande majorité des cas, eh bien, un contenu diffusé sur Internet sera toujours accessible par un internaute français. De sorte que le critère crée une sorte de compétence universelle du juge français qui, a priori, peut statuer sur l'ensemble des délits commis sur Internet à travers le monde. Ça, c'est pour la critique, mais je pense quand même qu'il faut très largement tempérer la critique, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en réalité, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, le juge qui est saisi en tant que juge du dommage n'a qu'une compétence locale, en ce sens qu'il ne peut se prononcer que sur le préjudice subi sur son propre territoire. Ce qui signifie concrètement que vous pourrez toujours saisir un juge français quand un contenu est diffusé sur Internet, mais que ça n'a d'intérêt que s'il y a un préjudice suffisamment important qui se réalise sur le territoire français. La victime n'est pas folle et elle ne s'adressera au juge que si ce préjudice est majoritairement réalisé sur le territoire français, de sorte qu'on a affaire à un critère de compétence qui a l'air très large, mais en réalité, il est auto-limité d'une certaine manière. La jurisprudence, néanmoins, la jurisprudence ultérieure a, on ne peut pas dire abandonné, parce que la première chambre civile ne s'est pas prononcée à nouveau sur la question, mais la jurisprudence postérieure a mis un peu de côté ce critère, et elle a eu tendance à consacrer un autre critère qui est connu, qui s'appelle le critère de la focalisation. On parle encore de critère du ciblage. La première juridiction à avoir clairement manifesté un intérêt pour ce critère de la focalisation ou du ciblage, c'est tout simplement la Cour d'appel de Paris, qui dans les années 2000 a rendu tout un tas de décisions dans lesquelles elle exige, pour que le juge français puisse être saisi, qu'il existe un lien suffisant, substantiel et significatif, 3S, un lien suffisant, substantiel et significatif avec le territoire français. Pour savoir s'il existe un tel lien, la Cour d'appel de Paris raisonne en fonction d'un faisceau d'indices. Tout un tas d'indices vont permettre de savoir si oui ou non le public français est particulièrement visé par le diffuseur. Premier indice, le suffixe du nom de domaine. Si c'est en .fr, on peut penser que le public français est visé. Deuxième indice, la langue qui est utilisée sur le site. Si c'est le français, a priori, le public français est peut-être visé. Troisième indice, la monnaie de paiement, quand il s'agit de payer quelque chose. L'euro sera plus significatif que le dollar pour le public français. Autre indice, le fait que les marchandises puissent être livrées sur le territoire français, ce qui n'est pas toujours le cas. Autre indice, le fait qu'il existe des publicités à destination du public français qui soient diffusées sur le site en question. À partir de tous ces indices, on peut savoir, à partir de ce faisceau, si le public français est visé et donc si le juge français est compétent. La chambre commerciale de la Cour de cassation a clairement approuvé cette démarche à partir de 2010 et depuis il y a eu tout un tas d'arrêts sur la question. Cette démarche de la focalisation a donc les faveurs de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Le système de la focalisation répond aux défauts qu'on prête au système de l'accessibilité. Ce n'est pas un critère universel, c'est un critère qui est sélectif, c'est un critère de compétence sélectif. Le défaut principal qu'on peut lui trouver, c'est que c'est un critère imprévisible, parce que c'est un critère qui repose sur un faisceau d'indices et qu'on n'est jamais certain, jusqu'à ce que le juge se prononce, que le juge est bien compétent. La jurisprudence européenne, maintenant, elle, ne semble pas vouloir raisonner de façon générale, mais plutôt délit par délit, délit spécial par délit spécial. À ce jour, elle s'est vraiment prononcée sur 2 délits, et il y en a un troisième qui est en attente. Le premier délit sur lequel elle s'est prononcée, l'arrêt a été évoqué tout à l'heure, il s'agit des atteintes aux droits de la personnalité. Il s'agit du fameux arrêt Idet Advertising et Martinez qui a été rendu par la Cour de justice le 25 octobre 2011. Dans cet arrêt, en ce qui concerne le juge du dommage, la Cour de justice a consacré le critère de l'accessibilité, autrement dit ce critère très général que la première chambre civile de la Cour de cassation avait consacré en 2003. Elle a en revanche repoussé
assez nettement le fameux critère de la focalisation qui, lui, a les faveurs de la chambre commerciale. Deuxième délit, l'atteinte au droit de marque. L'atteinte au droit de marque, c'est un arrêt de la Cour de justice rendu dans l'affaire Wintersteiger, dont je vous parlais tout à l'heure, arrêt en date du 19 avril 2012. Je vous épargne les faits, ils étaient assez compliqués. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en droit des marques, la Cour de justice a retenu un critère de compétence très particulier. Le juge du dommage, selon elle, ne peut être que le juge du pays d'enregistrement de la marque. Pourquoi cela ? Eh bien, ça tient au principe de territorialité des droits de propriété industrielle, principe qui est extrêmement fort en la matière. Une raison très simple, pour qu'une marque soit protégée dans un pays, il est en principe nécessaire qu'elle y soit enregistrée, de sorte qu'il ne peut pas exister de dommage en dehors de ce pays, puisqu'il ne peut pas y exister d'atteinte à la marque en dehors de ce pays d'enregistrement. Et puisque le critère de compétence repose sur le dommage, eh bien, il suffit de mettre bout à bout ces éléments. Le juge du dommage ne peut être que le juge du pays d'enregistrement de la marque. Il reste un troisième délit, c'est l'atteinte au droit d'auteur. Alors pour ce qui est de l'atteinte au droit d'auteur, il faut que la Cour de justice complète sa jurisprudence. Voici quels étaient, mais je parle à l'imparfait, voici quels étaient mes pronostics au lendemain des arrêts d'Et Advertising et Wintersteiger. Dans les arrêts d'Et Advertising et Wintersteiger, la Cour de justice a repoussé assez nettement le critère de la focalisation. Donc, de façon cohérente, je m'attendais à ce qu'elle le repousse aussi en matière d'atteinte au droit d'auteur. Dans l'arrêt Wintersteiger, elle a consacré le critère du pays d'enregistrement, mais ce critère est propre à la propriété industrielle. Vous savez tous qu'en ce qui concerne le droit d'auteur, il n'y a pas d'enregistrement et donc le critère serait totalement inopérant. Par élimination, donc, il reste quoi ? Eh bien, il reste le critère qu'a consacré la Cour dans l'arrêt IDET, c'est-à-dire le critère de l'accessibilité, déjà consacré par la Cour de cassation en 2003. Je pensais que c'est en ce sens que la Cour allait se prononcer donc en faveur du critère de l'accessibilité. Mais la Cour est fuyante, et la Cour change parfois d'avis. Et dans un arrêt ultérieur, mais qui ne traite pas directement de la question, un arrêt, alors Football Dataco 2 du 18 octobre 2012, elle semble plutôt pencher en faveur du critère de la focalisation qu'elle me semblait avoir repoussé. Mais l'histoire n'était évidemment pas finie, et au moment précis où je vous parle, la Cour est peut-être en train de rendre un arrêt sur cette question, puisqu'elle devait se réunir à 9h30 ce matin, dans une affaire, le colloque aurait dû avoir lieu demain, bon bah tant pis, dans une affaire Pinckney, sur une question préjudicielle qui lui a été posée par la Cour de cassation française. Alors, il ne faut pas trop s'avancer non plus, parce que les conclusions de l'avocat général dans cette affaire Pinckney prônent le recours à la méthode de la focalisation. Elles sont assez nourries, et du coup, il serait assez vraisemblable que la Cour le consacre. Sauf que ce que prône surtout l'avocat général, c'est de juger la question préjudicielle irrecevable parce qu'elle est mal posée, de sorte qu'il est possible que la Cour ne se prononce pas sur le fond. L'affaire est donc à suivre, vous l'aurez compris. Troisième fort, dernier fort, il me retiendra moins longtemps, même si c'est peut-être le plus révolutionnaire, le fort du centre des intérêts de la victime. Un autre apport de l'arrêt d'Et Advertising et Martinez, et en réalité c'est son principal apport, est d'avoir créé un nouveau chef de compétence en matière d'atteinte à la vie privée, enfin en matière d'atteinte aux droits de la personnalité, plus généralement, en autorisant le demandeur à saisir le juge du lieu du centre des intérêts de la victime. Autrement dit, le juge du lieu du centre des intérêts de la victime. Autrement dit, le demandeur est autorisé à saisir le juge de sa propre résidence. Et ce qui est particulièrement intéressant, le juge de la propre résidence du demandeur a une compétence générale qui lui permet de se prononcer sur toutes les conséquences du délit, quel que soit le pays dans lequel ces conséquences se sont réalisées. Que dire de cet arrêt d'aide ? Beaucoup de choses, mais le temps passe. C'est évidemment un critère de compétence qui est très favorable aux demandeurs et qu'il risque de mettre en œuvre en pratique très fréquemment. Cela dit, je pense que ce critère n'est applicable qu'en matière d'atteinte aux droits de la personnalité. Pourquoi cela ? Parce que, en effet, en matière d'atteinte aux droits de la personnalité, on peut tout à fait concevoir que le principal préjudice que subit la victime, elle le subit chez elle, à son propre domicile, puisque c'est un préjudice moral et très intime. En revanche, pour ce qui est des contrefaçons, eh bien, on a en règle générale affaire à un préjudice économique qu'on peut plus difficilement localiser au domicile de la victime, ce qui nous conduit à dire que ce critère ne sera probablement jamais retenu en matière d'atteinte au droit d'auteur. Il ne l'a pas été en tout cas en matière d'atteinte au droit de marque. C'est l'arrêt Wintersteiger que j'évoquais tout à l'heure. Il me reste 10 minutes et dans ces 10 minutes ou un peu moins, je vais délaisser les questions de compétences juridictionnelles, ce sera la seconde partie, pour m'intéresser aux questions de compétences législatives cette fois-ci. La compétence législative donc.
Il s'agit de s'intéresser à la loi applicable, aussi bien au droit de propriété intellectuelle qu'au droit de la personnalité. En guise d'introduction, en 2 mots, quel est le contenu de la règle de conflit ou quel est le contenu des règles de conflit en la matière? Pour ce qui est des atteintes au droit de propriété intellectuelle, la loi applicable est en principe la loi du pays où la protection du droit est demandée. Cette règle de conflit est prévue par le règlement Rome 2 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles. Cette règle de conflit est aussi prévue par des textes internationaux et notamment par la Convention de Berne qu'évoquait Jean-Sylvestre Berger à l'instant. Ça signifie quoi, la loi du pays où la protection est demandée? Eh bien, en simplifiant un peu, en réalité, il s'agit d'appliquer la loi du pays de l'atteinte au droit de propriété intellectuelle, et dit autrement, il s'agit d'appliquer la loi du délit de contrefaçon, la loi du pays où a eu lieu le délit de contrefaçon. Pour ce qui est des atteintes au droit de la personnalité, en revanche, il n'y a pas de texte. C'est donc à la jurisprudence qu'il est revenu de créer la règle de conflit. Et en réalité, elle a estimé que la loi applicable était la loi du pays du délit, de sorte que bien, les 2 règles de conflit se rejoignent. Et en synthétisant un peu et en schématisant, on peut dire que les droits de propriété intellectuelle et les droits de la personnalité sont tous 2 soumis à la loi du lieu de l'atteinte au droit. Je vais m'intéresser dans un premier temps à l'interprétation de cette règle de conflit et dans un second temps à la question de son éventuelle perturbation. Tout d'abord, la question de l'interprétation de la règle de conflit. Alors, les principales décisions de justice que je vais évoquer ici concernent les atteintes au droit de propriété intellectuelle, mais vraisemblablement, on pourrait raisonner par analogie pour ce qui concerne les atteintes au droit de la personnalité. L'hésitation, elle correspond un peu à ce que l'on a vu il y a quelques instants en matière de compétences juridictionnelles. Quelle est la loi applicable? Est-ce qu'il s'agit de la loi du pays du fait générateur ou est-ce qu'il s'agit de la loi du dommage? Eh bien, 2 courants jurisprudentiels se sont affrontés. Je pense que la question est à peu près réglée aujourd'hui en la matière. Tout d'abord, premier courant, la jurisprudence qui est favorable à la loi du fait générateur. Alors ce courant qui veut qu'on applique la loi du fait générateur du délit en cas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ce courant débute avec un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, mais qui n'est pas un arrêt rendu en matière d'Internet. C'est un délit classique commis dans un univers traditionnel, disons, et non dans le web virtuel. Il s'agit d'un arrêt Lamort, rendu en 2007 par la Cour de cassation. Alors, en l'espèce, les faits étaient assez amusants. Il s'agissait de l'auteur d'un roman de science-fiction qui prétendait que le film Waterworld, il s'agit d'un énorme nanar blockbuster américain dans lequel joue Kevin Costner, cet auteur de roman de science-fiction prétendait que Waterworld était une contrefaçon du roman qu'il avait écrit. Waterworld était réalisé et produit aux États-Unis, mais évidemment, le film était diffusé dans les salles françaises. La question était de savoir s'il fallait appliquer la loi américaine à la contrefaçon ou la loi française. La Cour de cassation estime qu'il s'agit de la loi américaine, loi du fait générateur, donc loi du lieu de réalisation et de production du film, et non la loi française, loi du pays du dommage. La jurisprudence Lamort a été vivement critiquée, notamment par votre serviteur, mais ça n'a pas empêché les juges du fond de s'en inspirer, ce qui est tout à fait normal, et notamment le tribunal de grande instance de Paris l'a franchement appliqué dans un jugement du 20 mai 2008, à propos, cette fois-ci, d'un délit commis en ligne. Il s'agit d'un procès qui a fait un peu de bruit. Un certain nombre de photographes étaient opposés à Google. Ils estimaient que Google, par le biais du service Google Images, portait atteinte à leurs droits d'auteur, puisque quand un internaute consulte des images sur le service Google Images, eh bien des vignettes de photos s'affichent, mais les photographes n'ont pas donné leur autorisation. Pour cette raison, ils ont assigné donc Google en contrefaçon. Le tribunal de grande instance de Paris a estimé que la loi américaine était applicable parce que Google avait son siège aux États-Unis et que c'est là que se réalisait le fait générateur, c'est-à-dire l'émission sur le réseau. Les premiers juges ont donc repoussé la loi française, qui était la loi du dommage. Alors, à mon sens, cette affaire illustre parfaitement les défauts de ce rattachement. Ça signifie tout simplement que si on applique et si on généralise ce rattachement, Google, pour toutes les infractions potentielles que Google commet à travers le monde, Google sera toujours soumis à la loi américaine, qui est sa loi d'origine, de sorte que Google n'a pas à respecter les législations des pays à destination desquels elle émet. C'est donc une sorte d'incitation à la fraude, c'est une course vers le bas en matière de protection de la propriété intellectuelle, et pour cette raison, la solution me semble extrêmement dangereuse. Cette solution est surtout très défavorable aux victimes de la contrefaçon, qui devront toujours plaider selon le droit américain, même si en réalité Google vise particulièrement le public français. Du même coup, c'est une autre solution qui l'a emporté aujourd'hui. La jurisprudence se montre plutôt favorable à l'application de la loi du dommage. La jurisprudence aujourd'hui écarte en règle générale la loi du fait générateur et privilégie la loi du dommage.
Mais elle retient ici une approche sélective, elle s'assure que le public visé est bien le public du pays dont la loi est applicable. En d'autres termes, elle se sert aussi, pour ce qui est de la détermination de la loi applicable, de la fameuse méthode de la focalisation, et elle raisonne en fonction d'un faisceau d'indices. C'est ce qu'a décidé la Cour d'appel de Paris en infirmant sur ce point le jugement dans l'affaire des photographes contre Google. En réalité, un autre jugement d'une autre chambre du tribunal de grande instance de Paris, un peu avant l'arrêt de la Cour d'appel, dans une affaire qui cette fois-ci opposait des éditeurs à Google, a appliqué la loi française en tant que loi du dommage. Et surtout, la Cour de cassation a récemment consacré cette solution. C'est un arrêt de la première chambre civile qu'il faut évoquer ici, un arrêt auféminin.com du 12 juillet 2012. De quoi s'agissait-il dans cette affaire ? Il s'agissait d'une photographie qui avait été prise à la volée du chanteur Patrick Bruel. Et cette photographie était diffusée sur un site internet français, et ce site était lui-même accessible via les moteurs de recherche de Google. Or, le photographe n'avait pas donné son autorisation, et il a agi en contrefaçon contre le site internet et contre la société Google. La Cour de cassation juge que la loi française est applicable au litige. Elle se fonde assez clairement sur la méthode de la focalisation. Pour elle, le site est rédigé en français. Il peut être consulté à une adresse URL en .fr, de sorte qu'il n'est destiné au public français. C'est la méthode de la focalisation. Et puis, dernier point à ce sujet, la méthode de la focalisation, même s'il n'y a pas pour l'instant d'arrêt qui traite directement de la question devant la Cour de justice, eh bien, elle semble également avoir les faveurs de la Cour de justice en ce qui concerne la loi applicable. 3 arrêts, mais je les évoquerai extrêmement sommairement. L'arrêt L'Oréal-Contribec, vous connaissez, du 12 juillet 2011, il s'agissait de droit des marques. L'arrêt Donner du 21 juin 2012, cette fois-ci, il s'agissait de droit d'auteur. Et enfin, l'arrêt Football Dataco 2, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il s'agissait cette fois-ci d'une utilisation non autorisée de bases de données. Tous ces arrêts semblent se diriger vers la méthode de la focalisation. Si bien que la jurisprudence française et la jurisprudence européenne semblent converger en ce qui concerne la loi applicable, et la loi applicable à un cyberdélit aujourd'hui est vraisemblablement la loi du pays, ciblée particulièrement par le diffuseur. Il reste que cette loi et cette règle de conflit peuvent être perturbées, ce sera le dernier point que j'évoquerai en 3 minutes. La perturbation de la règle de conflit. En droit international privé, quand on évoque la perturbation de la règle de conflit, ça vous rappellera vos études sans doute, on pense à l'exception d'ordre public, aux lois de police, à la fraude à la loi, etc. Ce n'est pas du tout de ça dont je vais vous parler ici. Moi, je vais vous parler d'une exception plus moderne, d'un facteur de perturbation plus moderne. Il s'agit de ce qu'on appelle, alors c'est un véritable cauchemar, mais la clause marché intérieur, qui figure dans l'article 3 de la directive sur le commerce électronique du 8 juin 2000, directive que vous connaissez certainement et qui a pour objet de garantir la libre circulation des services électroniques dans l'Union européenne. Cette clause marché intérieur, cet article 3 de la directive sur le commerce électronique, pour en comprendre le fonctionnement qui est passablement complexe, je voudrais raisonner à partir d'un exemple. L'exemple sera le suivant. Supposons qu'une entreprise française exploite un site internet de news qui viserait tantôt le public français, tantôt le public belge et tantôt le public allemand. Bien. Supposons qu'une personnalité estime qu'une information diffusée sur ce site de news porte atteinte à sa vie privée et qu'elle décide donc d'agir devant les tribunaux. À la lettre, la clause marché intérieur a le résultat suivant. Elle a pour effet d'obliger l'État français à veiller à ce que l'entreprise française de diffusion de news respecte la législation française. Et puis le second effet qu'a la clause marché intérieur, c'est que les États à destination desquels sont émis les messages, donc en l'occurrence la France, mais surtout la Belgique et l'Allemagne, eh bien, ne peuvent pas restreindre la libre circulation des services qui sont diffusés par cette entreprise. Mais à partir de ces lignes directrices, il est très difficile de tirer un enseignement général, et en réalité, 2 interprétations sont possibles de cette clause marché intérieur, et c'est là que le droit international privé intervient. Première interprétation, une interprétation qu'on peut qualifier d'amplifiante de la clause de marché intérieur. Ça consiste tout simplement à dire que la clause de marché intérieur est une règle de conflit de loi. Pour une raison très simple, c'est qu'il serait, alors je parle au conditionnel, il serait plus commode pour un diffuseur d'être en permanence soumis à la loi du pays où il est établi, quels que soient les pays qu'il vise au sein de l'Union européenne. C'est un principe extrêmement connu qui avait fait grand bruit à l'époque, c'est ce qu'on appelle le principe du pays d'origine. L'idée serait que tout diffuseur serait en permanence soumis à la loi de son pays d'origine. Ce serait donc une véritable règle de conflit. Je reprends mon exemple, si on suit une telle interprétation, ça veut dire que notre entreprise française de diffusion de news sera toujours soumise à la législation française, même si elle diffuse des news à destination du public belge ou à destination du public allemand. Et mon atteinte à la vie privée, dans l'exemple, serait soumise, elle aussi, à la loi française. Cette approche
amplifiante a été repoussée par la Cour de justice dans l'arrêt Idet Advertising dont je vous parlais tout à l'heure. L'arrêt Idet Advertising a fait prévaloir une seconde approche. Selon la Cour de justice, je la cite, « Les États membres doivent assurer que le prestataire d'un service de commerce électronique n'est pas soumis à des exigences plus strictes que celles prévues par le droit matériel en vigueur dans l'État membre d'établissement du dit prestataire ». Autrement dit, ce que dit la Cour, mais elle joue vraiment avec les mots, c'est la clause marché intérieur n'est pas une règle de conflit, soit, mais en réalité, elle a une incidence sur la détermination de la règle de conflit, elle a une incidence sur la détermination du droit applicable. Alors cette incidence, elle est assez difficile à comprendre, et je terminerai par ça. Je reprends mon exemple, en réalité, 3 situations peuvent se présenter. Première situation. Les informations que notre entreprise française diffuse sur Internet sont destinées au public français. Dans ce cas-là, quelle est la loi applicable? Si on suit la règle de conflit, c'est vraisemblablement la loi française au nom de la méthode de la focalisation. De sorte que la loi applicable est bien la loi du pays d'origine de l'entreprise de diffusion, puisque c'est une entreprise française. Elle sera donc soumise à sa loi d'origine. Par le biais naturel de la règle de conflit de loi, la clause marché intérieur ne jouera pas ici. Deuxième illustration, deuxième exemple. Supposons cette fois-ci que le contenu litigieux s'adresse au public belge. Et supposons que pour une raison ou une autre, la loi belge soit plus favorable aux diffuseurs que la loi française. Je vous rappelle que mon exemple, c'est une histoire d'atteinte à la vie privée. Supposons donc que selon la loi belge, il soit plus difficile d'engager la responsabilité de l'entreprise de diffusion que selon la loi française. Dans cette hypothèse, la loi applicable, si on suit la méthode de la focalisation, c'est la loi belge, puisque c'est le public belge qui est visé. Donc ça revient à ne pas soumettre l'entreprise française à sa loi d'origine. Sauf que la loi belge est plus favorable que la loi française, de sorte que c'est bien la loi belge qui s'appliquera et on ne fera pas jouer la clause marché intérieur. Troisième et dernière possibilité, j'en ai pratiquement fini. Supposons que le contenu s'adresse cette fois-ci au public allemand, et j'inverse. Cette fois-ci, la loi allemande est moins favorable aux diffuseurs que la loi française. Dans ce cas de figure, et dans ce cas de figure uniquement, la clause marché intérieur joue. La loi normalement applicable serait la loi allemande, puisque le public allemand est visé. On va l'écarter au profit de la loi française, loi du pays d'origine du diffuseur, qui bénéficiera ainsi de la loi la plus favorable. Dernier point, ce système complexe appelle, à mon avis, de nombreuses critiques. Comparer des lois et leur contenu, c'est toujours un exercice extrêmement difficile. On le sait en droit du travail, mais ici ce sera la même chose. Ça induit un coin dans la méthode de conflit de loi, puisque les résultats, les solutions du conflit de loi sont très imprévisibles, tant qu'on ne saura pas quelle est la loi la plus favorable, ce qui est quand même un véritable problème. Et puis, enfin, ça revient, si vous avez suivi le raisonnement, ça revient en réalité à appliquer d'une certaine manière la loi du fait générateur du délit. Le pays d'origine du diffuseur, c'est bien le fait générateur. Or, pour des raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, la loi du fait générateur n'est pas un système satisfaisant. Alors on peut se rassurer, et cette fois-ci j'ai vraiment terminé, on peut se rassurer, en réalité la clause marché intérieur a un domaine qui est assez restreint, et notamment elle ne s'applique pas en matière de propriété intellectuelle, c'est pour ça que j'ai choisi les atteintes à la vie privée dans mon exemple, et ensuite elle ne joue que dans les relations entre États membres de l'Union européenne, mais pas dans les relations avec les États tiers. Je pense qu'on peut se féliciter de cette restriction de son champ d'application. J'en ai fini, merci.